bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais faire une pile à lire pour le Adventure Book Challenge qui est organisé par Piketty Bookin ou Steph de Piketty sur Instagram. Donc Piketty Bookin sur YouTube et Steph de Piketty sur Instagram. Je vais vous mettre le lien de ces comptes YouTube, Instagram de la vidéo sur l'Adventure Book Challenge et les templates si vous voulez y participer également. Donc le but du jeu en fait c'est de lire 9 livres qui sont répartis en 3 grandes catégories et 3 sous-catégories, donc 3 x 3, 9, si j'ai bien compté. Donc je crois qu'il y a 10 livres parce qu'il y a une duologie. Et c'est une pile à lire, mais il y a également des livres parmi cette pile à lire que j'ai déjà lus. Parce qu'à l'origine, je voulais vous faire un 7 jours 7 livres et vous faire voyager dans différents endroits du globe, mais au 19e siècle. J'avais déjà explosé le chrono et j'avais pas de vidéo pour demain, donc je me suis dit je vais le faire autrement, donc c'est pas bien grave. On commence. Donc la première catégorie c'est sac de randonnée et apéro. La première sous-catégorie, pansement pour ampoule, soins, guérison, douceur, doudou. Pour ça, le côté surtout douceur et doudou, parce que je sentais beaucoup de ça là-dedans et que c'est potentiellement le livre que je vous présenterai en dernier. C'est l'appartement du dessous de Florence Herlemann. On est aux éditions de Charleston. Je vous lis le 4e de couverture. Je ne vais pas vous lire d'extrait de chapitre, je pense pas. Je ne me présente pas tout de suite. Je m'expliquerai plus tard sur cette volonté que j'ai parfois de faire valser les usages. Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûre. Dans le petit immeuble parisien du Marais où elle vit depuis des lustres, Hectorine, 103 ans, voit un jour l'appartement du dessus investi par une nouvelle voisine. Pour souhaiter la bienvenue à Sarah, la vieille dame dépose une lettre sur le pas de sa porte. Cette missive sera suivie de beaucoup d'autres, retraçant peu à peu une incroyable traversée du XXe siècle entre le Cabourg de la Recherche, le Berlin du Troisième Reich et le Paris de l'après-guerre. Mais pourquoi toutes ces lettres? Un jour, vous saurez, promet la centenaire à Sarah qui se prend au jeu, intriguée par cette voisine invisible dont les confidences laissent percer l'aiguillon d'un douloureux secret. Donc on est sur un roman épistolaire, complètement épistolaire, véritable hymne à la vie, à la transmission et à l'amitié entre générations. Donc c'est potentiellement ce livre-là que je vais lire aujourd'hui. On a ensuite Marcher des kilomètres, Nature, Challenge, livre de plus de 400 pages. J'ai pensé au Jardin des secrets, il est là, je l'avais perdu. Le Jardin des secrets de Kate Morton, on est aux éditions France Loisirs. Une enfant abandonnée sur un bateau en partance pour l'Australie. Une petite fille de 4 ans se cache terrorisée. Elle ne doit pas parler, pas bouger. Elle attend la conteuse, une femme mystérieuse qui lui a assuré qu'elle reviendrait. Mais le navire lève l'ancre et la conteuse n'est pas revenue. Un terrible secret. La nuit de son 21e anniversaire, une bouleversante révélation change la vie de Nell à jamais. Des années plus tard, elle part en Angleterre à la recherche de ses origines. Un étrange héritage. À la mort de Nell, sa grand-mère, Cassandra hérite d'un mystérieux cottage en Cornouailles dont le jardin secret pourrait bien apporter les réponses au mystère d'une petite fille abandonnée. Je me dis juste un petit mot rapidement au niveau de l'édition. Vous voyez, avec les... Je ne sais pas comment ça s'appelle, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Avec les espèces de petits encarts comme ça me fait vraiment penser aux éditions intégrales chez J'ai lu, qui sont à la fois dans l'imaginaire et les Bridgerton par exemple. Les Bridgerton, c'est tout à fait avec des encarts comme ça. Et dans l'imaginaire, les Game of Thrones, par exemple, en intégrale, c'est très joli. Donc c'est une très belle édition qui me dit bien. Oh, il y a des endroits où il y a ça et des endroits où il n'y en a pas du tout. Donc on est sur un gros pavé qui fait un peu plus de 600 pages, plus de 700 pages. Et celui-là, ça me faisait penser en fait à... Il y a le jardin secret tout court, je ne sais pas si vous connaissez, il me semble que c'est tiré d'un livre allemand où il y a un gamin qui est malade, qui vit dans un château, et c'est peut-être une cousine, une petite fille qui vient un petit peu mettre de la vie dans ce château où tout le monde
enfin toute la vie tourne autour de cet enfant qui est malade et qui est alité. Et la gamine va découvrir qu'il y a un jardin qui est secret, qui est enfermé, qui est envahi par les ronces, le lierre et compagnie parce que plus personne n'y va. Et j'en ai de très vagues souvenirs parce que ça remonte vraiment et ça m'a fait penser à ça, mais en fait c'est pas du tout ce livre-là. Donc le Jardin des secrets de Kate Morton, ce n'est pas du tout le jardin secret dont je vous parlais. Et Kate Morton, c'était une fan d'Enid Blyton. Je crois que c'était une autrice plutôt classique de livres pour enfants. Il me semble que j'en ai quelques-uns. Ensuite, on a Histoire au coin du feu, thriller, horreur, frisson, peur. Bon, je suis peut-être un petit peu décalée par rapport à ça, parce que je me rends compte au final, j'ai plus beaucoup de livres qui font peur. Mais là, peut-être thriller, je suis pas sûre. On a Mafioso de Ray Célestin, on est au Cherche Midi. Je le trouve très joli. Et pareil, c'est comme le livre d'avant, des choses un peu avec des encarts comme ça. Enfin, je trouve ça vraiment sympa. C'est aussi un livre que j'ai eu d'occasion. Jazz, mafia et tueur en série. T'as un côté un petit peu fun. New York 1947. Un mystérieux tueur assassine de sang-froid tous les occupants d'un hôtel de Harlem. On parle d'un meurtre rituel lié au vaudou. Un suspect est arrêté, condamné. Une ancienne détective de l'agence Pinkerton, Ida Davis, et le patron d'un club en vogue de Manhattan, Gabriel Levison, se retrouvent mêlés à l'enquête. Ils découvrent bientôt avec effroi que l'affaire est liée à une série de meurtres bien plus importantes impliquant le crime organisé et la haute société de la ville. Apparemment, c'est l'auteur de 2 autres livres, Carnaval qui se passait à la Nouvelle-Orléans et Mascarade qui se passait à Chicago. Là, on est dans le New York d'après-guerre. C'est une intrigue inspirée de faits réels où se croisent Frank Sinatra, Bugsy Siegel, Louis Armstrong. Il dresse sur fond de jazz un portrait inoubliable de la ville, épicentre du cauchemar américain. Donc je lis très peu de polar, thriller, etc. Et j'avais dans l'idée d'en lire un petit peu cet été pour vous faire une petite vidéo comme ça autour de ces quelques lectures. Par la suite, on a, autre catégorie, Tortues de mer et crème solaire, j'adore ce nom. Les pieds dans l'eau, plage, chaleur, soleil, avec Sea Lovers de Fanny Benoît. Donc c'est un livre qui est auto-édité. C'est une autrice que je connais, on fréquente la même communauté, que vous pouvez du coup découvrir sur Amazon. Et c'est un livre en fait que... Enfin, cette histoire, elle ne m'est pas inconnue parce que j'avais commencé à lire quand le texte était encore au travail. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc c'est un livre Amazon avec une petite bio de Fanny. Des mois après la disparition de sa mère, Alexia est encore hantée par ses derniers mots. « Ton heure est venue ». Traumatisée, la jeune femme doit pourtant avancer et espérer que ce déménagement forcé en Bretagne sera son salut. Et si Delphin, ce voisin d'en face trop collant et trop parfait, avait la réponse? Donc je pense qu'on est vraiment sur un livre qui est plutôt orienté young adulte, adolescent young adulte. Et de mémoire, je vous mettrai quand même des trigger warnings par rapport à notamment des agressions sexuelles. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Fanny a découvert l'écriture par la poésie. C'est en vacances qu'elle découvre la côte de Douarnenez, se passionne pour ses légendes et décide d'en faire un roman. Donc c'est... Je sais plus si... On est vraiment sur un livre qui fait un peu moins de 300 pages, donc ça peut être lu très rapidement. Donc potentiellement, je peux également le lire aujourd'hui et vous en parler après cette vidéo-là, ce soir, avant le montage. Pour Nora, merci pour ton soutien. Je te souhaite une très bonne balade en Pays 10, dit Fanny, qui me fait découvrir des super endroits dans ma propre ville. Moi qui ne sors pas beaucoup de chez moi. Buffet à volonté, tout ce qui te plaît. Je pensais à Rescapé de Fiona Kidman. Donc c'est un livre que j'ai eu d'occasion chez Gilbert Joseph, qui doit pas être tout neuf vu la couverture. Oh, 2008, ça va.
L'exquise Betty, 14 ans à peine, est de retour à Sydney après des mois de captivité chez les Maoris. Bientôt, la société australienne bien pensante du 19e siècle est secouée par la rumeur. À quoi Betty doit-elle sa survie? Aurait-elle mis en cause l'honneur de son mari? La réponse tient en une bouleversante confession à plusieurs voix inspirée de faits réels. Je suis une femme dénudée par des sauvages. On est chez Point. On est chez Point. C'est un bouquin qui fait un petit 400 pages. Ouais, 450 pages quasiment. Celui-là, il m'avait bien dit aussi, sinon je ne l'aurais pas acheté, évidemment. Amour de vacances. Amitié, rencontre, romance. Oui, on rentre dedans. Parce que, comme vous allez pouvoir le constater, celui-là, je l'ai lu. Aux sources du vent, chez Pocket, de Frédéric Georges, avec un J. C'est un premier roman d'un auteur qui a beaucoup voyagé, qui est fan de moto. Et je vous mettrai son site en lien. Parce que c'est un livre qui n'a pas eu beaucoup de retours sur les réseaux, Babelio, Booknote, etc. Et donc l'auteur a un site personnel où il publie notamment de la fanfiction, donc je vous le mettrai en lien. Et c'est un bouquin que j'ai vraiment aimé, qui est assez particulier. Je pense qu'il ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais on n'est pas là pour être aimé de tout le monde non plus. Mais je l'ai aimé parce que, je vous dirai pourquoi, il y aura un petit segment vidéo après. 1887, à 23 ans, orpheline d'un père couvert de dettes, Oriane accepte de quitter Paris pour devenir préceptrice en Indochine. Après un long et éprouvant voyage, la jeune femme se retrouve en pleine jungle, loin de Saïgon et de la douceur de vivre dont elle avait rêvé. Les 2 enfants dont elle devait s'occuper ont été emportés par la maladie. Livrée à elle-même, Oriane doit trouver sa place dans cet univers à l'équilibre précaire où se côtoient colons, marchands, missionnaires, militaires et indigènes. C'est une toute nouvelle vie, dangereuse et intense, qui l'attend dans ce pays plein de mystères. Donc c'est un court roman qui fait pas tout à fait 300 pages. Presque. Il y a une petite chronologie aussi, une chronologie indicative où il y a une chrono, on va dire, historique et avec des repères aussi des événements en fait de ce livre. Et on en parlera tout de suite, après la vidéo. Musée et salon de thé. 3e catégorie, Vieille pierre, roman historique, personnes âgées, auteurs décédés. Donc là, on est plutôt dans du roman historique et de la romance historique. Avec Les Lindon de Julia Quinn. Vous allez vous foutre de ma gueule parce que dans la vidéo où je le présentais, à chaque fois, je le mettais à l'envers. Donc le premier, c'est Je t'offrirai la lune. Le second, Je t'offrirai le soleil. J'ai du mal avec les miroirs. Hein. Réussira-t-il à oublier leur rendez-vous manqué? Dès l'instant où il aperçoit Victoria Lindon près du lac, Robert Campbell, Lord Macclesfield, en tombe amoureux. Baisers, serments, etc. Le comte et la fille de pasteur rêvent de mariage, mais leurs parents s'opposent à leur union. Ils décident donc de s'enfuir. Victoria ne viendra jamais au rendez-vous. Anéanti, Robert part pour Londres. 7 ans plus tard, il retrouve la jeune femme. Si son désir se rallume aussitôt qu'il la voit, sa rancœur est encore plus vive. Victoria paiera pour l'avoir abandonnée. Afin de la tenir à sa merci, il est prêt à lui offrir la lune. Et le second, Je t'offrirai le soleil. Fille de pasteur, Eleanor Lindon mène une vie monotone à la campagne, jusqu'au jour où, au cours d'une promenade, un bel inconnu chute d'un arbre, atterrit à ses pieds et la demande en mariage. Charles Wycombe est le célibataire le plus convoité de la région, forcément. Il a 15 jours pour se marier, sinon il perdra son héritage. Une raison suffisante selon lui pour épouser Eleanor, même si son état d'ébriété brouille quelque peu son discernement. Or, cette proposition incongrue tombe à pic pour la jeune fille, qui déteste sa future belle-mère et doit fuir le toit paternel. Alors, marché conclu pour un mariage de convenance. Sauf que ce qui convient à Charles n'est pas exactement ce qu'elle avait imaginé. On est chez Françoise Poche. Je trouve que les bouquins sont vraiment très jolis. Avec, y a toute une unité en fait au niveau de
Bah, déjà, c'est la même photo, hein, c'est la même femme. Mais regardez derrière. Et je me plante encore. C'est vraiment des très jolis livres que j'ai plutôt appréciés, surtout le deuxième. Le premier est beaucoup plus convenu et je ne vais pas les garder. Et vous en saurez plus un peu plus tard. Ensuite, Art moderne, le dernier entré dans ta pile à lire. Bon, là, en théorie, ça serait pas celui-là. Les gardiens de la maison de Shirley Ann Grow. On est chez Belfond. C'est Belfond? Oui. Très joli livre. Je ne l'ai pas lu, hein, mais je le trouve vraiment très joli. Roman vintage. Prix des lecteurs Prix Pulitzer 1965, s'il vous plaît. C'est un livre que j'ai eu aussi d'occasion, qui coûtait 2 € au lieu de 14. Pourtant, c'est un bouquin qui date de 2023, hein, cette édition-là. Il a pris un peu la flotte, j'ai l'impression. À travers le portrait subtil et complexe d'une riche famille de la Nouvelle-Orléans, c'est toute l'histoire troublée des États-Unis qui nous est contée, de la fin de la guerre civile au milieu du XXe siècle, dans une région où la ségrégation reste de mise. Dans la grande tradition de la littérature sudiste, de John Steinbeck à Flannery O'Connor, une fresque épique sur une femme forte et émancipée, ultime gardienne des secrets de sa dynastie, prête à tout pour assouvir sa vengeance contre ceux qui ont bafoué le nom des siens. Prix Pulitzer 1965, publié en France la même année et inexplicablement jamais réédité depuis, un roman social engagé aux accents féministes, un classique américain largement méconnu, à redécouvrir aujourd'hui. Et enfin, heure du goûter, thé ou matcha. Donc on est cosy, on est Asie, on est Angleterre, on est cuisine et on est du coup avec L'amour caché de Charlotte Brontë de Jolien Janzing. Je le prononce sans doute très mal. On est chez l'Archipel. C'est également un livre que j'ai eu d'occasion. Je ne sais plus si je l'ai... C'est peut-être chez Gibert. Cet épisode méconnu de la vie de Charlotte Brontë éclaire toute l'œuvre de l'auteur de Jane Eyre, dit The Bookseller. Été 1842. Charlotte et Emily Brontë quittent leur Yorkshire natal pour parfaire leur français à Bruxelles. L'arrivée dans la capitale belge est un choc pour les deux jeunes femmes. D'un naturel exalté et curieux, Charlotte rêve d'y conquérir sa liberté. Sur place, elle fait la connaissance de Claire Heger, la directrice du pensionnat où elle et Émilie sont hébergées, et de Constantin, son époux, qui y enseigne la littérature. Charlotte voit en cet homme le symbole de l'intelligence et de la virilité. Ce maître, qui joue de son pouvoir sur ses jeunes élèves, devient vite l'objet de ses fantasmes, tant intellectuels, physiques que sentimentaux. Le retour à Haworth est rude, d'autant qu'avant son départ, Constantin lui a avoué qu'il partageait ses sentiments. Charlotte n'a dès lors qu'une idée, retourner à Bruxelles pour vivre sa passion, quitte à s'y consumer. Cette histoire d'amour teintée de scandale inspirera à Charlotte Brontë son chef-d'œuvre Jane Eyre, Monsieur Rochester devenant le double romanesque de Constantin Heger. Donc Jolien Janzing, c'est une autrice qui est spécialisée de la littérature anglaise du 19e siècle et elle est née aux Pays-Bas. En octobre 2015, elle a été la première auteure non britannique conviée au rendez-vous littéraire annuel de la Brontë Society à Haworth. Son roman a été publié dans 6 pays. Alors celui-là, il me disait bien, pour le côté un peu, je présume, c'est un peu biographie romanesque, on va dire. Et puis de toute façon, je pense que les sœurs Brontë, elles ont des vies qui sont assez sympathiques, enfin des vies qui sont intéressantes. Bref, donc, si vous vous souvenez bien, je participais également au challenge de lecture précédent de Piketty Bookin, à savoir le mois de la fantaisie. Je n'ai pas oublié les livres que je vous avais présentés et que j'ai commencé à lire. Je vous avais fait une palle aussi, donc c'est aussi au travail, mais comme je le dis assez régulièrement sur la chaîne, j'ai envie de varier un petit peu les choses pour vous proposer, puis pour me proposer aussi un éventail de lecture le plus large possible. Ce qui fait que quand ça va me prendre, je vais retaper dans la pile à lire du challenge.
Et là, c'est pareil, pour cette pile à lire là, il y en a que j'ai déjà lu parce que je triche. Et il y en a d'autres, ça va venir aussi tout au fil de l'été. Parce que pour cet été, je pense que j'ai envie de varier aussi et peut-être aller un peu plus sur de la littérature plaisir. Ça peut être de la romance, enfin du bouquin de piscine entre guillemets, du bouquin de plage, sans dire que c'est pas bon, hein, mais le livre en fait qu'on lit pour passer le temps, parce qu'on a le temps, qu'on est peinard et que c'est les vacances. Voilà, c'est au travail, ça va venir au fil de la lecture. Je vous laisse du coup tout de suite avec cette énorme introduction et vous allez avoir ce que je pensais sur ces deux bouquins, sur les Lindon. Et ensuite, je vous dirai ce que je pense de Aux sources du vent de Frédéric Georges et peut-être après Sea Lovers de Fanny Benoît si j'ai eu le temps de le lire d'ici ce soir. A tout de suite. Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On se rapproche de l'été. Avec l'été, les vacances, les grandes vacances, le voyage peut-être. J'ai déjà lu cette biologie. Donc les Lindon de Julia Quinn, c'est Je t'offrirai la lune et Je t'offrirai le soleil. C'est plutôt une bonne découverte. J'aime beaucoup d'ailleurs le travail éditorial. Je trouve qu'elles sont vraiment jolies. Je vais y arriver. C'est inversé, donc je suis perdue. Je trouve que c'est vraiment des bouquins qui sont jolis. Alors, Julia Quinn, c'est l'autrice de La Chronique des Bridgerton, qui est connue parce qu'elle passe sur Netflix, etc. Et que la dernière saison est en train de faire une hype pas possible. Je t'offrirai la lune, je l'ai déjà lu. Il s'agit de la sœur aînée Lindon, donc Victoria, c'est la fille d'un pasteur, qui en fait, quand elle avait 17 ans, donc elle commençait à être sur le marché, le fils du comte l'a rencontrée, on est tombé amoureux, a commencé à la courtiser et il songeait très sérieusement à l'épouser. Sauf que ils devaient en fait, leurs pères respectifs étant opposés à ce mariage, ils devaient se retrouver tous les deux pour s'enfuir et se marier en secret. Sauf qu'il s'est passé quelque chose qui fait qu'elle ne s'est jamais rendue au lieu de rendez-vous et que l'un comme l'autre, ils ont toutes les raisons du monde de penser que l'autre s'est dégonflé. Ce qui fait que on part sur un trope où lui, Robert, il est tombé amoureux en premier, c'est un vrai coup de foudre, et il y a un quiproquo tout du long. Et je sais que j'avais lu une critique comme ça sur peut-être Babelio, où quelqu'un disait il se serait posé une demi-heure sur un banc pour discuter ensemble, le livre aurait fait 50 pages, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est une lecture que je dirais, au début elle était un peu bof, pour s'améliorer par la suite, c'était plutôt du pas mal, mais sans non plus que ce soit extraordinaire. Moi j'ai préféré par exemple les Bridgerton ou les Rokesby ou les Smith. On est un peu dans le même univers mais pas avec ces familles-là. Et en fait, les faiblesses en fait, de ce récit-là, je pense, c'est le fait que, boum, première rencontre, il est amoureux. Donc il est un peu plus âgé qu'elle, elle est innocente, c'est le trope ultra classique des romans Régence ou des romans de ce type-là. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le souci, c'est que tout était un peu téléphoné, tout du long. Et le truc que je trouve intéressant, par contre, Julia Quinn, elle a une tendance quand même à développer des personnages féminins qui sont forts, qui sont indépendants, qui essayent de se débrouiller, ce qui est le cas de Victoria. Mais sauf que le truc que j'ai trouvé assez agaçant au niveau des interactions entre Robert et Victoria, qui évidemment quelques années plus tard vont se retrouver et être totalement en fait à se faire la gueule tout simplement, ou à s'envoyer des piques, alors qu'elle a une place de gouvernante et lui il est toujours fils d'un comte. Il est comte, je crois d'ailleurs. Il passe, on va dire, un temps infini à se faire la tête ou à s'envoyer des piques, tout en étant chaud comme la braise l'un comme l'autre, alors que
à revivre en fait les souvenirs de leur relation passée, de leurs désirs, etc., de leur amour, et enfin un peu de ces ruines d'amour, entre guillemets. Et j'ai trouvé ça chiant. Oh, j'ai eu du mal, hein. Je dirais le premier tiers, il m'a franchement ennuyé. Après, ça s'est un peu amélioré, mais ça restait quand même assez cousu de fil blanc. Parce que donc on est sur de la romance, évidemment, on se doute qu'à la fin, ils vont finir ensemble. Spoiler alerte, oui. Le truc que j'ai assez aimé, c'est que comme lui, lui, j'ai un peu du mal à l'apprécier comme personnage, parce qu'il a un peu un caractère de con à vouloir contrôler en fait la vie et les décisions de Victoria, ce qui va complètement avec les personnages de l'époque, j'imagine. Mais ce qui fait que elle veut lui faire payer des choses aussi. Et le truc qui est intéressant en fait, c'est que l'un comme l'autre, ils ont des a priori sur l'autre. Il y a un problème de confiance dès le départ qui fait que elle n'a pas pu se rendre au rendez-vous où il devait s'enfuir. Lui, il en a tiré des conclusions et s'est barré à Londres. Et elle, quand elle a essayé de le retrouver le lendemain, une fois qu'elle a pu se déplacer, elle a juste l'info qu'il s'est barré à Londres. Il m'a pas laissé un seul mot. Et on lui apporte d'autres informations. Bon, c'est pas un... Enfin, disons que cette partie-là, je l'ai trouvée intéressante. Pourquoi elle n'a pas pu se rendre au rendez-vous? Et il y a quand même les deux pères qui sont opposés, donc le pasteur, le père de Victoria, et le comte, le père de Robert, qui sont opposés à leur union. Et en gros, le père de Victoria dit le comte il veut juste te foutre dans son lit et après c'est fini. Le comte dit bah elle en veut juste à ta fortune. Et en fait il y a cet a priori qui va être développé sur des centaines de pages. J'ai trouvé ça un peu chiant. J'ai aimé le fait qu'elle le fasse tourner en bourrique. J'ai aimé que ce soit une femme qui est devenue indépendante, qui a réussi à construire sa vie, même si c'était pas évident, pas très satisfaisant pour elle, mais qui à un moment en fait trouve ce qui lui convient, et boum, en fait, il redébarque dans sa vie, et ça va plus du tout parce que elle aimait bien la vie qu'elle avait. Et oui, du coup, c'est une lecture un peu moyen bof. Par contre, la suite, je t'offrirai Le Soleil. Donc si vous faites gaffe ou pas, c'est la même madame. C'est une photo de maçon stock Adobe. Je vous ai pas dit non plus pour la traduction. Cécile Destuiliers pour les deux. Je t'offrirai Le Soleil. On est avec Eleanor, la petite sœur de Victoria. Et un autre conte, évidemment, parce que c'est l'époque, hein, les romans s'en froufrou. Un autre conte qui connaît plus ou moins, qui fréquente plus ou moins Robert, donc le mari de la grande, de Victoria. Eleanor, elle a quelques années de moins que... elle a 2-3 ans de moins que Victoria. Et c'est une vieille fille. Elle a 23-24 ans. Elle vit toujours seule au domicile de son père, le pasteur. Donc une vie très, très routinière, très... sans trop de surprises, etc. Et oh mon Dieu, malheur, le pasteur a prévu de se remarier et la belle-mère, elle est juste affreuse. La belle-mère ne veut pas d'Eleanor dans le coin, donc dans les pattes. Donc elle veut l'exclure de la maison, tout en disant, moi je vais... quand j'aurai épousé votre père, je vais gérer la maison. Donc vous... hors de question que vous fassiez entretenir, entre guillemets. Donc elle lui file une liste de corvées longue comme le bras, mais des trucs du type vous allez réparer le toit. Et elle lui donne une liste de prétendants aussi, sachant qu'ils ont tous 50-60 ans. Et il y en a quelques-uns qui n'ont pas toutes les connexions de fait là-haut. Donc disons que Eleanor, en plus comme elle a pas sa langue dans sa poche, elle essaye, mais elle n'arrive pas. Eleanor, en fait, c'est très courage fuyant. Et
la rencontre d'Eleanor et de, je viens juste de le lire au secours, j'oublie déjà, de Charles. C'est que Charles il était perché dans un arbre, bourré comme pas possible, et il se pète la gueule juste devant elle, donc il lui tombe littéralement sur les bras. Et Charles, qui est un comte, il a hérité du titre et de la fortune, sauf que s'il n'épouse pas quelqu'un le jour de ses 30 ans, il perd tout. Enfin, il perd la fortune, et s'il perd la fortune, il n'est plus en capacité d'entretenir le château, dont l'entretien coûte très cher. Donc, il s'est fait un peu une petite résolution de trouver une nana pas trop chiante, qui le laisse faire un peu ce qu'il veut, mais il n'a pas très envie, et sauf qu'il tombe il tombe littéralement sur Eleanor. Et le truc, c'est un livre que je trouve qui a beaucoup plus d'humour que le précédent. Je trouve que l'interaction en fait entre les deux qui se connaissent pas du tout, et on est vraiment sur le trope du mariage arrangé, le mariage qui arrange l'un comme l'autre, mais qui ils se connaissent pas non plus, même si ils sont attirés l'un envers l'autre, surtout Charles. Eleanor est beaucoup plus discrète. Pardon. Je trouve que ce livre-là est bien plus réussi que le premier. Parce que donc, au bout d'un moment, en fait, ils vont évidemment se marier, sauf qu'ils ne se connaissent pas. Ils n'ont pas du tout les mêmes attentes les uns avec les autres. Charles, il avait des attentes pour une hypothétique épouse qui le laisserait faire ce qu'il veut, etc. Sauf que quand l'épouse, elle est là, les attentes sont différentes. Ils sont l'un comme l'autre un petit peu têtus. Et il y a tout un micmac. Il y a une notion aussi d'enquête que j'ai pas du tout vu venir. Parce que le truc qui est assez drôle, c'est qu'il leur arrive plein de tuiles tout du long du bouquin. Donc déjà la première scène, il se pète la gueule de son arbre, il se fout de la cheville. Ils repartent en calèche, il y a une roue qui se barre de la calèche et compagnie. Il leur arrive des tuiles tout le temps. Ils sont tout le temps blessés. C'est pas forcément des trucs pas très graves, mais des trucs qui peuvent être chiants, hein, une cheville dans le sac ou des brûlures, etc. Et sauf que parmi ces blessures, il y a des choses qui sont du pas de bol. Il y a des choses qui sont un petit peu quand même attenter à leur sécurité, et il y a peut-être des gens qui leur veulent pas que du bien. Je dis pas plus que ça. Et là j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'humour, et leur caractère s'accorde plus aussi, je trouve. On reste sur du trope où elle est un petit peu innocente, mais elle n'est pas non plus complètement naïve, parce qu'elle a du vécu, hein, tout simplement. Pas ce vécu-là avec les messieurs, mais elle a un peu d'expérience, puis elle n'a pas les deux pieds dans le même sabot non plus comme sa grande sœur. Et ça, c'est le truc que j'aime vraiment. Je trouve que Julia Quinn, elle arrive à développer des personnages féminins qui sont assez forts, qui ont du caractère, qui n'hésitent pas à renvoyer les hommes dans leur but, ce que je trouve très bien. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu les Bridgerton, je trouve que Je t'offrirai la lune, il y a un petit peu une inspiration de l'histoire entre Bénédicte et Sophie, et pour Je t'offrirai le soleil, un petit peu un truc entre Héloïse et Philippe. Au niveau je trouve, au niveau de l'interaction, quelques éléments d'intrigue. Un petit peu, pas beaucoup. C'était juste en passant. Mais bref, celui-là, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié que le premier, où j'ai déjà oublié les trois quarts de ce que j'ai lu, alors que je l'ai lu hier. Puis c'est des bouquins qui sont très courts. On est sur 370... Ouais, 350, 370 pages. Donc c'était sympa. Et c'est juste une duologie, donc là vous n'allez pas en avoir 45 000 avec... donc
c'est rapide à lire. Je jetterai un œil pour savoir si les Linden ils ont été écrits avant ou après les Bridgerton, parce que je trouvais qu'il y avait une petite inspiration, comme je vous disais, mais il me semble que les Linden c'est avant. Je m'arrête là. Rebonjour. Donc, je vous fais un petit retour sur Aux sources du vent de Frédéric Georges. C'est un premier roman d'un grand amateur de voyage, et je pense que c'est un gars qui a voyagé dans ce qu'on appelait autrefois l'Indochine, et on sent vraiment en fait l'expérience de la personne qui visite ce pays-là et l'espèce de fossé culturel qu'il peut ressentir aussi en y vivant. C'est un livre qui est assez court, il fait moins de 300 pages, il est divisé en 3 parties qui sont à peu près égales, hein, grosso modo 100 pages à chaque fois. Donc on a une jeune femme qui, Oriane, qui appartenait à une famille plutôt bourgeoise, plutôt aisée, mais donc son père s'est ruiné en faisant de mauvais choix, ce qui fait que avec sa maman, Oriane a dû commencer à se séparer de leurs domestiques, à vendre des meubles, etc. Donc elle a postulé pour bosser comme préceptrice en Indochine, ce qui représente un voyage de plusieurs semaines de la France jusqu'à l'Indochine. Donc on est en plein dans le colonialisme, hein, donc ça va peut-être un peu vous crisper si c'est des thématiques qui vous touchent. Et bref, cette jeune femme a dû partir si loin et un petit peu précipitamment. On va apprendre pourquoi au fil du bouquin. Et le problème en fait qu'elle rencontre, c'est que quand elle arrive en Indochine, les 2 enfants à qui elle devait enseigner sont décédés. Le chef de la plantation, Monsieur Villardière, je crois, on sent que c'est un peu pas évident. Enfin, il est assez distant avec elle et compagnie. Et bref, Oriane, elle se retrouve désœuvrée dans un pays qu'elle ne connaît pas. Elle crève de chaud, il fait super humide. En fait, l'humidité est telle que, avec le corset, elle a du mal à respirer. C'est l'époque des grandes robes qui prennent de la place et qui sont lourdes. Elle ne parle pas la langue, évidemment. Les domestiques ne parlent pas forcément la langue non plus. Et bref, elle est désœuvrée dans les premières semaines où elle est là-bas. Il y a Madame Villardière qui est là aussi et qui est enceinte, qui attend un 3e enfant, qui est complètement décalée. Enfin, c'est assez normal aussi parce qu'elle vient de perdre ses 2 aînés là depuis quelques semaines, donc elle a ça aussi à digérer. Et c'est une nana qui est complètement décalée avec la réalité. Et Oriane va s'en rendre compte de plus en plus. Si vous voulez, en débarquant dans cet endroit-là, à l'Indochine, c'est une plantation de... Ils font de l'opium, mais ils font autre chose aussi. Et il y a le fossé culturel qui est énorme. Où, oui, certes, Oriane, elle avait des domestiques et compagnie, c'est quelqu'un qui est cultivé, c'est quelqu'un qui est faisant, elle n'a pas les 2 pieds dans le même sabot, comme on dit, elle prend les choses en main, etc. Mais totalement désœuvrée, du coup, elle tourne un peu en rond. Jusqu'au moment où Villardière, donc de la Villardière, son patron, le père... Le père des enfants qui sont décédés, il lui dit écoutez, j'ai besoin de quelqu'un pour faire la compta, entre guillemets. Donc elle saute là-dessus parce qu'elle a besoin de s'occuper. Et puis surtout, le mec qui s'occupait de la compta, alors je ne sais plus exactement ce qui s'était passé pour lui parce que là, au niveau des blancs, ça meurt pas mal parce qu'il y a un tigre, parce qu'il y a une fièvre, et ça meurt pas mal. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'ai envie de vous dévoiler certaines choses, mais pas trop non plus. Et le truc, comment dire, ouais, c'est pas évident. Essayez de vous en dire un peu, mais pas trop. Mais enfin, disons que Oriane, elle va prendre
Elle quitte forcément la place de la préceptrice, même si elle est pressentie pour s'occuper de l'enfant à naître, être un peu une nurse, entre guillemets, une nounou. Donc elle finit par faire la compta de la plantation, à comprendre un petit peu le truc parce que c'est très complexe, parce que personne n'a les mêmes unités de mesure entre les Français, les Indo-Chinois. Il y a une autre unité de mesure aussi, donc c'est un petit peu un sac de nœuds. Donc elle finit par comprendre un petit peu tout ça. Et sauf qu'il y a quand même un sacré fossé culturel. Au tout début, avant qu'elle ait cette fonction-là, en fait, comme elle n'arrête pas de tourner en rond, elle va dans la forêt avec sa petite servante Mylan. Mais d'un côté, il ne faut pas trop qu'elle soit toute seule, même avec une servante. Mais d'un autre côté, ils sont tellement peu de blancs sur place. Quelles sont les conventions? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Et c'est assez particulier, disons. C'est vraiment assez particulier. Et bientôt, en fait, Oriane, elle va prendre de plus en plus de pouvoir parce que tout simplement, les personnes qui ont du pouvoir ne sont plus en capacité de l'exercer. Il y a des réflexions qui sont justes, je trouve, sur la colonisation là-bas. La colonisation là-bas, la place de l'homme blanc là-bas. Sur est-ce qu'il se plantait pas un petit peu quand même. Et je vous avertis quand même que, enfin non, il n'y a rien de compliqué à lire, etc. Mais on part quand même sur un livre qui est profondément réaliste, mais ça va un peu glisser sur du mystique pour Oriane. Et pour, du coup, forcément, c'est les personnes qui l'entourent, mais par ricochet. Mais il va se passer quelque chose pour Oriane qui ne relève pas du réaliste. On peut se dire, non, en fait, la question ne se pose pas tellement sur le fait qu'elle fabule ou qu'elle imagine des choses ou qu'elle hallucine ou pas. Il s'est passé quelque chose pour Oriane. Je vous préviens parce que ça peut être un petit peu déroutant, mais moi j'ai vraiment apprécié. J'ai vu que sur certaines critiques sur Babelio et compagnie, ça passait pas trop, mais moi j'ai vraiment aimé. Parce que je pense que l'auteur, en fait, il a un peu pris à bras le corps toutes les superstitions de là-bas. Donc quand je dis superstition, n'y voyez pas non plus un espèce de jugement péjoratif sur leurs croyances, parce que je mets les religions dans les superstitions, hein. Mais pour moi, l'auteur, il a vraiment pris donc les superstitions de là-bas à bras le corps, il se les a appropriées et il les a insufflées à son héroïne. C'est une héroïne d'ailleurs, au fil du livre, en fait, au début, elle fait pas si sympathique que ça. Elle n'est pas faite pour être appréciée. Par contre, je trouve que au fur et à mesure, bon, je dis pas que c'est devenu ma meilleure copine au monde non plus, mais on essaye de se mettre un peu dans ces pompes de jeunes femmes qui est à l'autre bout du monde et qui se retrouvent un peu solo dans un endroit dont elles ne maîtrisent absolument pas les codes, et c'est complexe parce que l'Indochine, on va le découvrir au fil du livre, c'était aussi plein de petites tribus différentes qui avaient des croyances différentes, des langues différentes, donc c'est complexe. Elle est aidée évidemment par un jeune métis qui s'appelle François, mais qui est un bâtard, hein, comme on le disait à l'époque. J'ai envie de vous lire quelques passages. Je suis très très sensible à la langue, enfin le style de l'auteur, moi, m'a vraiment, vraiment plu. Là, on a un petit échange entre Oriane et François. Donc François qui habite là-bas, qui n'a pas vraiment une place définie comme il est métis. La loi, ici, en Indochine, qui plus est dans la jungle, à plusieurs semaines de route de Saïgon, il n'y a pas de loi qui tienne. Et puis, je suis d'ici, moi, et je n'ai pas plus de droits que les autres indigènes. Ne voyez-vous pas l'exploitation de mon peuple, ses richesses expédiées en France, sitôt arrachées de notre terre et de notre sang? Non, bien sûr que vous ne le voyez pas. Vous êtes des leurs. Oriane retira sa main et se redressa, vexée.
Je suis blanche, certes, mais ici, en tant que simple employée de maison, comme vous. Non, pas comme moi. Oh, j'en ai déjà rencontré des idéalistes dans votre genre, qui citent vos philosophes, prêchant la fin de l'esclavage et des colonies, qui prétendent que les hommes sont égaux. Mais ce sont toujours les mêmes qui tiennent le fouet, et vous êtes bien contente de n'avoir qu'à claquer des doigts. Je m'arrête ici parce que j'ai pas envie de vous dévoiler de trucs. Alors, ce passage-là, j'ai envie de vous le lire parce qu'il y a le côté très colonial. La pensée coloniale. La chapelle n'était guère plus qu'une cabane de bois de forme allongée, où le toit disjoint laissait couler des filets d'eau qui disloquaient déjà son plancher posé à même le sol. Une église sur pilotis, se serait écrié le père Claude lors de sa fondation. Et pourquoi pas dire la messe en anamite pendant que vous y êtes? Donc anamite, c'est la langue. Il avait tenu à la bâtir sur un plan classique, comme il avait fait dans les colonies d'Afrique, au climat bien différent. Le résultat ici était sans appel. Même si le petit bâtiment, avec le logement sommaire attenant, avait survécu à ses premières moussons, il serait probablement inutilisable dès les suivantes. À défaut de le surélever, il aurait fallu bâtir en pierre comme la grande maison. Mais le budget attribué à l'évangélisation de quelques indigènes et aux messes pour une poignée de colons peu assidus n'y suffisait pas. Ce qui comptait, c'était qu'un missionnaire soit présent, pour le symbole, pour la justification morale de la colonisation. Au-delà, peu importait qu'il ait ou pas les moyens d'accomplir son prosélytisme, ni qu'il arrache ou pas des anamites aux affres de l'ignorance et du paganisme. Donc ça, vous allez un petit peu en manger si vous voulez le lire. Je vous le conseille vraiment, hein, ce livre-là. Mais cette pensée coloniale où le blanc a raison et doit apporter son savoir, sa croyance et dominer un autre peuple, vous allez en manger parce que c'était ce qu'il pensait à l'époque. Donc oui. Par contre, Oriane, elle évolue là-dessus. Avant-dernier extrait, c'est encore un échange. Donc le premier échange, c'était entre François et Oriane, mais je crois que j'avais juste cité François. Là, c'est encore entre François et Oriane, parce qu'en fait, à un moment, il n'y a plus de chef, et Oriane est juste une employée de maison. Il la laisse crever la dalle. En fait, il ne la serve plus. Donc, il faut qu'elle montre qui est le chef. Elle l'a montré, ça ne lui a pas plu à Oriane. Donc, elle demande à François, je voudrais comprendre, allez-y, essayez, expliquez-moi. Elle n'avait pas à me servir parce que je les ai battus, parce que je les paie en tant qu'administratrice de la concession, oui, parce que je représente la France, soit, mais pas parce que j'ai fait preuve de violence. Quoi? Qu'est-ce qui vous fait sourire? François lui répond, pardon, mais vous me parlez d'administration, de culture, de pays. Vous ne réalisez pas à quel point ce sont des gens simples. Ils n'ont jamais vu de ville, la plupart d'entre eux n'ont jamais quitté cette montagne et ne le feront sans doute jamais. Que signifie la France pour eux? Que signifie la colonie, si ce n'est les colons qui arrivent avec leurs fusils et leur pouvoir? Vous n'êtes pas les premiers à venir ici, vous savez. Il y en a eu d'autres, du nord, de l'ouest, d'autres peuples. Vous diriez peut-être tribus, ou d'autres nations. Beaucoup sont venus. Ne vous leurrez pas, toute colonie est à double sens. Nous vous acceptons ici, mais ce n'est pas acquis, et ça ne l'est jamais. Nous tolérons votre présence et nous travaillons pour vous. Mais en échange, car bien que jamais vous ne l'admettiez, il y a échange. Notre pays s'enrichit de votre savoir, de vos techniques, et surtout, vous nous protégez. Tant que vous êtes là, vous empêchez d'autres, peut-être pires que vous, de nous envahir. Vous faites la guerre pour nous, s'il le faut. Cela vaut bien quelques courbettes et de serrer les dents sous les coups de badine et les insultes. Mais attention à l'équilibre. Trop tyrannique et nous vous chasserons, comme nous en avons chassé d'autres avant vous. Trop mou, et vous ne nous servez plus, nous vous chasserons aussi. Bref, pour moi, c'est vraiment un bon livre. Alors, je trouve par contre que il aurait peut-être fallu étoffer certaines choses parce que donc Oriane, vous l'aurez compris, ne reste pas simple employée de maison et à un moment, elle va avoir plus de responsabilités. Je trouve qu'il y a certains moments qui auraient pu être un peu plus étoffés et je me plante peut-être, mais j'ai l'impression que des fois, au niveau de la gestion du temps, je dirais de la conjugaison, je trouve que c'est assez bizarre parce qu'on est sur majoritairement du présent, parfois c'est du passé mais c'est pas du flashback. Il y a juste ça, des fois j'ai l'impression que ça clochait et c'était pas qu'au début, donc j'ai pas trop compris le truc.
Mais sinon, franchement, c'est un livre que je vais garder et je pense que je le relirai. J'aime beaucoup le style de l'auteur. Donc voilà, peut-être à ce soir pour la suite avec Sealovers. Donc, comme vous allez vous en douter au niveau du timecode, je n'ai pas fini le livre. Donc j'ai bien commencé Sealovers de Fanny Benoît, mais je n'en suis que là. Et j'ai ce livre-là qui me fait très envie également. J'ai également envie de repartir aussi sur de la fantaisie. Donc là, je suis un peu en train de papillonner comme d'hab entre plusieurs lectures. Je vous parlerai de ces prochaines lectures mercredi prochain. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous donne envie de lire des livres qu'on ne voit pas forcément partout ailleurs. J'aime bien, moi, le côté être un petit peu plus... parler de choses dont on ne parle pas partout ailleurs. Peut-être que ça va devenir une ligne éditoriale. Je vous souhaite une très bonne semaine. Lisez tout plein, rêvez tout grand et n'hésitez pas à partager avec vous. N'hésitez pas à partager avec moi vos lectures. À tout bientôt.